Tu l'as mérité. Ma sœur a ricané alors que j'étais allongé au bas des escaliers de l'hôpital. Mes parents se sont précipités pour la réconforter, disant que c'était un accident, n'est-ce pas, Allais? Maman a ajouté, certaines personnes maladroites ne font tout simplement pas attention où elles vont. Papa a acquiescé. Les enfants sujets aux accidents finissent toujours par se blesser. Je ne pouvais pas parler à cause de la douleur atroce, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la caméra de sécurité avait tout enregistré, et l'infirmière en chef avait déjà appuyé sur enregistrement sur son téléphone. Je suis Monica, 22 ans, et il s'agit de ma sœur, Allais, 20 ans, maintenant et du moment qui a tout changé. Pour comprendre ce qui s'est passé, vous devez connaître la dynamique de ma famille. Mes parents, Beverly et Eugène, ont toujours traité Allais comme si elle marchait sur l'eau. C'est le bébé, l'enfant miracle qu'ils ont eu après des années d'essai pour un deuxième enfant. Pendant ce temps, j'ai été le bouc émissaire depuis sa naissance. Chaque assiette cassée, chaque objet manquant, chaque problème dans la maison est devenu d'une manière ou d'une autre ma faute. Allais a appris très tôt qu'elle ne pouvait pas mal faire à leurs yeux. Le favoritisme était étouffant. Allais avait des vêtements de marque alors que je faisais mes achats dans des friperies. Elle a eu une toute nouvelle voiture pour son 16e anniversaire. J'ai dû travailler à 2 emplois à temps partiel pour acheter ma propre Honda délabrée. Quand elle échouait à ses cours, ils engageaient des tuteurs coûteux. Quand j'avais des difficultés, ils me disaient d'essayer plus fort. Le pire n'était même pas les choses matérielles. C'était la façon dont ils rejetaient constamment mes sentiments, mes réalisations, mon existence même. Allais se nourrissait de cette dynamique. Elle cassait délibérément des choses et me blâmait, sachant que nos parents la croiraient sans poser de questions. Elle empruntait mes affaires et les perdait, puis versait des larmes de crocodile quand j'étais contrarié. Elle a une fois supprimé l'intégralité de ma dissertation de candidature à l'université la veille de la date limite, affirmant que son ordinateur portable avait bugué. Nos parents m'ont même grondé pour ne pas avoir sauvegardé mon travail. Mais l'incident à l'hôpital, c'était un nouveau point bas, même pour Allais. Tout a commencé 3 semaines plus tôt quand j'ai été accepté à l'université Northwestern avec une bourse partielle. Ce n'était pas une bourse complète, mais c'était suffisamment important pour rendre mon rêve d'étudier le journalisme financièrement possible. J'étais aux anges. Pour une fois, je pensais que mes parents pourraient être fiers de moi. J'avais tort. Quand je leur ai montré la lettre d'acceptation au dîner, papa a à peine levé les yeux de son assiette. « C'est bien, ma chérie », a-t-il dit du même ton que celui que vous utiliseriez pour accuser réception de quelqu'un mentionnant la météo. Maman a été plus directe. J'espère que tu as pensé à la façon dont tu vas payer le reste. Nous ne pouvons pas t'aider comme nous aidons Allais avec son fonds universitaire. Allais, qui était encore en première au lycée avec des notes médiocres, a ricané de l'autre côté de la table. Ne t'inquiète pas, Monica. Le collège communautaire est parfaitement respectable. La cruauté désinvolte dans sa voix a serré ma poitrine, mais j'ai persévéré. En fait, j'ai déjà fait une demande d'aide financière supplémentaire. Et je me renseigne sur les programmes de travail-études. J'ai tout prévu. Toujours si indépendante, a dit maman avec cette fausse voix fière qui parvenait d'une manière ou d'une autre à paraître condescendante. Comme quand tu étais petite. Tu te souviens comme elle ne voulait jamais d'aide pour rien, Eugène? C'était leur façon de réécrire l'histoire. Je n'avais pas été indépendante par choix. J'avais été forcé de l'être parce qu'ils étaient trop occupés à satisfaire tous les caprices de Allais pour remarquer que j'existais. L'expression de Allais s'est assombrie à mesure que la conversation se poursuivait. Elle détestait quand l'attention s'éloignait d'elle, même brièvement. Au cours des jours suivants, elle a intensifié ses pitreries habituelles. Elle a accidentellement renversé du café sur mon ordinateur portable, me forçant à dépenser de l'argent que je n'avais pas pour les réparations. Elle a répandu des rumeurs à l'école selon lesquelles je mentais au sujet de ma bourse. Elle a même appelé le bureau des admissions de Northwestern en se faisant passer pour moi et a essayé de retirer mon acceptation. Heureusement, ils ont exigé une vérification que je ne pouvais pas fournir. Le point de rupture est survenu quand grand-maman Ruth a fini à l'hôpital. Grand-maman Ruth était la mère de papa et le seul membre de la famille qui m'ait jamais montré un amour sincère. Elle avait toujours percé à jour le jeu de Allais et n'avait pas peur de dénoncer le favoritisme de mes parents. Elle avait 78 ans, était diabétique et avait des problèmes de santé depuis des mois. Quand elle est tombée à la maison et s'est cassé la hanche, nous nous sommes tous précipités au County General Hospital.
grand-maman Ruth devait subir une intervention chirurgicale le lendemain matin. Toute la famille était là, tante, oncle, cousin. Pour une fois, j'avais l'impression d'appartenir à un endroit. Grand-maman n'arrêtait pas de me demander spécifiquement, voulant me tenir la main et entendre parler de l'université. Elle était si fière de ma bourse, se vantant auprès de chaque infirmière qui passait. Ma petite fille Monica va à Northwestern, disait-elle, les yeux illuminés malgré les analgésiques. Elle va devenir journaliste, elle va changer le monde. Allez à détester chaque seconde de cela. L'opération s'est bien déroulée, mais grand-maman devait rester quelques jours de plus pour être surveillée. Le 3e jour, la plupart des membres de la famille élargie étaient rentrés chez eux, ne laissant que mes parents, Ale et moi. Nous avions pris des quarts de travail, restant avec grand-maman, et c'était mon tour pour la surveillance du soir. Vers 20 h, j'ai décidé de prendre un café au distributeur automatique au 1er étage. L'hôpital avait cette cage d'escalier centrale qui reliait les 5 étages, des escaliers larges et bien éclairés avec des caméras de sécurité à chaque palier. Je préférais prendre les escaliers à l'ascenseur parce que c'était généralement plus rapide et me donnait un moment pour réfléchir. Je remontais en portant 2 tasses de café, une pour moi, une pour grand-maman, quand j'ai entendu des pas derrière moi. J'étais entre le 2e et le 3e étage quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu Ale me suivre. Elle se déplaçait rapidement, son visage affichant cette expression déterminée qu'elle avait quand elle planifiait quelque chose. « Ale, qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je crié. Elle n'a pas répondu, a juste continué à monter. Quelque chose dans son énergie semblait étrange, prédatrice. J'ai accéléré le pas, mais les tasses de café rendaient difficile de se déplacer rapidement dans les escaliers. C'est alors qu'elle a frappé. J'étais à environ 6 marches du palier du 3e étage quand j'ai senti sa main frapper mon dos avec une force choquante. Les tasses de café se sont envolées alors que je me suis lancé en avant, mon corps se tordant alors que j'essayais de me rattraper. Le bord métallique d'une marche a attrapé mes côtes, et j'ai senti quelque chose se casser. J'ai dégringolé 12 marches de béton, ma tête rebondissant sur chacune d'elles, jusqu'à ce que je m'arrête en tas sur le palier du 2e étage. La douleur était indescriptible. Mon bras gauche était plié à un angle anormal. Du sang s'accumulait sous ma tête, et chaque respiration ressemblait à du feu dans ma poitrine. Je pouvais goûter le cuivre dans ma bouche et entendre un étrange bourdonnement dans mes oreilles. À travers la brume d'agonie, j'ai levé les yeux et j'ai vu Ale debout en haut des escaliers. Elle ne se précipitait pas pour m'aider. Elle n'appelait pas à l'aide. Elle était juste là, me regardant avec cette expression satisfaite. Puis elle a souri, ce sourire froid et triomphant que je n'oublierai jamais, et a dit 5 mots qui sont gravés dans ma mémoire, « Tu l'as mérité, espèce de » Puis elle a commencé à crier, « Au secours ! Au secours !» Ma sœur est tombée dans les escaliers. En quelques secondes, la cage d'escalier a été inondée de monde, d'infirmières, d'aides-soignants, d'agents de sécurité et de mes parents qui devaient être à proximité. Pendant que l'équipe médicale s'efforçait de me stabiliser, Ale a donné la performance de sa vie. Je venais juste la chercher, a-t-elle sangloté, se jetant dans les bras de maman. Elle mettait tellement de temps avec le café, et j'étais inquiète. Quand je suis arrivé aux escaliers, je l'ai vue tomber. Elle a juste raté une marche et a dégringolé. C'est arrivé si vite. Mes parents se sont immédiatement mis en mode protection, pas pour moi, allongé et brisé sur le sol, mais pour Ale. C'était un accident, n'est-ce pas, Ale, a dit maman, caressant les cheveux de Ale comme si c'était elle qui avait été blessée. Certaines personnes maladroites ne font tout simplement pas attention où elles vont, a ajouté papa, me jetant à peine un coup d'œil pendant que les ambulanciers travaillaient. Monica a toujours été sujette aux accidents. Les enfants sujets aux accidents finissent toujours par se blesser, a convenu maman, sa voix portant ce ton familier de déception résignée comme si mes blessures étaient juste un autre inconvénient que j'avais causé. J'ai essayé de parler, de leur dire ce qui s'était réellement passé, mais ma mâchoire ne fonctionnait pas correctement, et chaque tentative de parler envoyait des éclairs de douleur à travers mon crâne. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là à regarder ma famille réconforter mon agresseur tout en me traitant comme une nuisance. Mais voici ce qu'aucun de nous ne savait à l'époque. Le County General Hospital avait récemment mis à niveau son système de sécurité. Les nouvelles caméras ne couvraient pas seulement les couloirs et les chambres. Elles couvraient chaque centimètre des cages d'escalier avec des images HD d'une clarté cristalline et un enregistrement audio. Et l'infirmière Donna Fleming, l'infirmière en chef du 3e étage, avait été témoin de toute la scène.
Donna était une vétérane de l'hôpital avec 25 ans de service, une femme pragmatique dans la cinquantaine qui avait vu toutes sortes de drames familiaux imaginables. Elle arrivait au coin de la cage d'escalier quand elle a entendu le commentaire initial de Haley à mon intention. Quelque chose dans le ton de Haley l'a fait s'arrêter et jeter un coup d'œil au coin de la rue. Elle a vu Haley me suivre dans les escaliers avec une intention délibérée. Elle a vu la pousser. Elle m'a vu tomber. Elle a vu l'expression satisfaite de Haley avant que les larmes de crocodile ne commencent. Et elle a appuyé sur enregistrement sur son téléphone, capturant la confession de Haley, « Tu l'as mérité », espèce de... Pendant que l'équipe médicale me chargeait sur une civière, Donna s'est tranquillement dirigée vers le bureau de la sécurité. Elle a parlé avec Curtis Valdis, le chef de la sécurité de l'hôpital, et ensemble, ils ont extrait les images de la caméra. Les angles étaient parfaits. On pouvait tout voir sous plusieurs angles, y compris la nature délibérée de la poussée de Haley et sa réaction satisfaite par la suite. Donna a également fourni son enregistrement téléphonique, qui capturait clairement à la fois la confession de Haley et les commentaires dédaigneux de mes parents sur le fait que j'étais sujette aux accidents. Curtis a immédiatement appelé la police. J'ai passé les 6 heures suivantes en chirurgie. J'avais une commotion cérébrale, 3 côtes cassées, un poumon perforé, un bras gauche fracturé et une hémorragie interne qui a nécessité une intervention d'urgence. La sonde d'intubation était nécessaire en raison du poumon perforé et pour garantir que mes voies respiratoires restent dégagées pendant la chirurgie complexe visant à réparer les dommages internes. Mes parents m'ont rendu visite une fois à l'unité de soins intensifs, restant exactement 10 minutes avant de prétendre qu'ils devaient ramener Haley à la maison parce qu'elle était traumatisée d'avoir été témoin de l'accident. Ils m'ont laissé seul avec mes blessures et une carte générique de prompt rétablissement qu'ils avaient clairement prise dans la boutique de cadeaux de l'hôpital. Mais grand-maman Ruth a refusé de partir. Malgré sa propre convalescence, elle a demandé au personnel de l'hôpital de la conduire dans ma chambre dans son fauteuil roulant. Elle a tenu ma main non blessée et a pleuré, vraiment pleuré, pas les larmes de représentation dans lesquelles Haley était spécialisée. « Je suis tellement désolée, ma chérie, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée qu'il te traite de cette façon. Mais je te vois. Je t'ai toujours vu. » Elle était là quand la détective Stella Moral est arrivée le lendemain matin. La détective Moral était une enquêtrice chevronnée de l'unité de violence domestique du comté. Elle avait vu les images de la caméra de sécurité et écouté l'enregistrement de Donna. Elle avait également effectué des vérifications des antécédents et découvert que ce n'était pas le premier incident violent de Haley. Elle avait été suspendue de l'école 2 fois pour s'être battue et avait un casier judiciaire juvénile scellé pour agression que mes parents avaient réussi à faire sceller grâce à leur relation. « Monica, a dit doucement la détective Moral, je dois te poser quelques questions sur ce qui s'est passé hier. Mais d'abord, je veux que tu saches que nous avons des preuves vidéo de l'incident. Tu es en sécurité maintenant, et nous allons faire en sorte que justice soit faite. » Je lui ai tout raconté, les années d'abus, le favoritisme, le comportement croissant de Haley et ce qui s'était réellement passé dans ces escaliers. La détective Moral a enregistré chaque mot, et grand-maman Ruth a corroboré la dynamique familiale dont elle avait été témoin au fil des ans. Quand mes parents sont arrivés à l'hôpital cet après-midi, ils n'étaient pas seuls. La détective Moral les attendait avec l'officier Johnson de la division des mineurs. M. Et Madame Peterson, a dit la détective Moral, nous devons vous parler de l'incident impliquant vos filles hier. Papa s'est immédiatement mis en mode défensif. C'était un accident tragique. Haley est dévastée. Elle a des cauchemars où elle voit sa sœur tomber. En fait, monsieur, ce n'était pas un accident, a répondu calmement la détective Moral. Nous avons des images de sécurité montrant Haley poussant délibérément Monica dans les escaliers. Nous avons également un enregistrement audio de la confession de Haley immédiatement après l'attaque. Le visage de maman est devenu blanc. C'est impossible. Haley ne ferait jamais un madame, je vais avoir besoin que vous écoutiez cet enregistrement. La détective Moral a passé l'enregistrement téléphonique de Donna. La voix de Haley est sortie d'une clarté cristalline, tu l'as mérité, espèce de... Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis sont venues les voix de mes parents, minimisant mes blessures et me traitant de sujette aux accidents alors que leur autre fille venait d'essayer de me tuer. L'instinct politique de papa s'est manifesté en premier. Il était conseiller municipal, et il savait à quel point cela paraissait mal. Détective, je pense qu'il y a eu un malentendu. Haley n'est qu'une enfant, et elle subit un stress énorme avec l'hospitalisation de sa grand-mère. M.
Peterson a interrompu la détective morale. Votre fille de 17 ans a commis une agression grave contre votre autre fille, entraînant des blessures potentiellement mortelles. Le stress d'une situation familiale n'excuse pas une tentative de meurtre. Ce mot, meurtre, planait dans l'air comme une bombe. Haley a été arrêté ce soir-là chez nous. Les accusations étaient graves, agression avec intention de causer des lésions corporelles graves. Et parce que cela s'est produit dans un hôpital, des accusations supplémentaires liées à la mise en danger des patients et du personnel. Mes parents ont immédiatement engagé l'avocat de la défense pénale le plus cher de l'État, Thomas Whitman, qui était spécialisé dans la défense des enfants de familles riches. Ils ont également engagé une firme de relations publiques pour contrôler le récit puisque la carrière politique de papa était maintenant en jeu. Mais les preuves étaient accablantes. Les images de sécurité sont devenues virales après que quelqu'un à l'hôpital les ait divulguées aux nouvelles locales. La vidéo était accablante. On pouvait voir l'approche délibérée de Haley, la poussée calculée, ma chute impuissante et son expression satisfaite par la suite. L'audio de sa confession et du blâme de mes parents envers la victime a rendu la situation encore pire. La réaction du public a été rapide et brutale. Les adversaires politiques de papa ont appelé à sa démission, arguant que quelqu'un qui ne pouvait pas protéger un enfant d'un autre n'avait pas le droit de prendre des décisions qui affectaient les enfants de la communauté. Maman a perdu son poste au conseil scolaire après que les parents ont exigé sa démission. L'attention des médias était accablante. Notre journal local, The Herald Tribune, a publié une série d'articles d'enquête sur l'affaire intitulée L'enfant doré, quand le favoritisme familial devient mortel. La journaliste, Veronica Clark, avait fait des recherches approfondies sur l'histoire de notre famille et interviewé des dizaines de personnes qui avaient été témoins du dysfonctionnement au fil des ans. Les articles ont brossé un tableau dévastateur d'un système familial brisé depuis des années. Des enseignants ont signalé des incidents où Haley avait été surprise en train de tricher ou d'intimider d'autres élèves, pour ensuite voir mes parents se présenter et faire disparaître les problèmes grâce à des dons ou à une pression politique. Des voisins ont décrit avoir vu Haley détruire mes biens dans la cour pendant que mes parents regardaient par la fenêtre sans intervenir. Un article particulièrement accablant présentait une interview avec ma conseillère d'orientation du collège, Madame Thompson. Elle a révélé que j'étais venu la voir à plusieurs reprises en 7e et 8e année, montrant des signes de détresse émotionnelle et demandant à parler à quelqu'un des problèmes à la maison. Chaque fois qu'elle avait tenté de contacter mes parents pour organiser une thérapie familiale, ils avaient rejeté ses préoccupations et l'avaient accusé de dépasser ses limites. Monica demandait clairement de l'aide, a déclaré Madame Thompson aux journalistes. Mais chaque adulte qui a essayé d'intervenir a été réduit au silence par des parents qui refusaient de reconnaître qu'il y avait un problème. Cette petite fille a souffert en silence pendant des années parce que les personnes qui auraient dû la protéger étaient trop investies dans le maintien de leur image de famille parfaite. Les articles ont également révélé que ce n'était pas la première fois qu'un membre de notre famille élargie exprimait des inquiétudes au sujet du comportement de Haley. La grand-tante Margaret, la sœur de ma grand-mère, avait écrit une lettre à mes parents 3 ans plus tôt après que Haley eut délibérément brisé plusieurs héritages familiaux lors d'un rassemblement de vacances. La grand-tante Margaret a ensuite fourni cette lettre au procureur lorsqu'elle a témoigné sur la dynamique familiale dont elle avait été témoin au fil des ans. Mes parents avaient répondu en coupant la grand-tante Margaret de tous les rassemblements familiaux et en lui interdisant d'avoir des contacts avec Haley ou moi. L'attention des médias s'est étendue au-delà de notre famille immédiate. Les articles ont examiné le modèle plus large de la façon dont les familles privilégiées couvraient souvent le comportement violent de leurs enfants, utilisant la richesse et les relations sociales pour éviter les conséquences. La carrière politique de papa est devenue une étude de cas sur la façon dont la corruption personnelle pouvait s'étendre au service public. Plusieurs anciens collègues de papa se sont manifestés avec des histoires sur la façon dont il avait utilisé son poste pour aider Haley à éviter les conséquences de ses actes lorsqu'elle avait été surprise en train de vandaliser des biens scolaires pendant sa 2e année. Papa aurait fait pression sur le conseil scolaire pour qu'il abandonne les accusations en échange d'un don substantiel au département d'athlétisme. Lorsqu'elle avait été arrêtée pour consommation d'alcool par des mineurs lors d'une fête, papa avait fait jouer ses relations avec le chef de la police pour faire abandonner les accusations. La révélation qui est ressortie pendant le procès est que Haley avait en fait été impliquée dans un grave accident de voiture 6 mois avant qu'elle ne m'attaque. Elle conduisait sous l'influence de l'alcool et avait percuté une voiture stationnée, causant des milliers de dollars de dommages. Au lieu de faire face aux conséquences, mes parents avaient complètement couvert l'incident, payant les réparations de leur poche et menaçant le propriétaire de la voiture d'une action en justice s'il le signalait à l'assurance ou à la police.
Nous protégions l'avenir de Haley, avait dit maman lors de sa déposition, ne voyant apparemment pas l'ironie de la façon dont leur protection avait permis à Haley de presque me tuer. La révélation de l'accident de voiture était particulièrement importante parce qu'elle montrait que la violence de Haley ne s'était pas limitée aux membres de la famille. Elle avait également mis en danger des inconnus innocents avec la pleine connaissance et l'aide de mes parents. Pendant le procès, l'accusation a fait venir le docteur Michael Harris, un psychologue légiste spécialisé dans les cas de violence fraternelle. Son témoignage a été dévastateur pour la défense de Haley. Ce que nous voyons dans cette affaire n'est pas un moment d'égarement ou une dépression induite par le stress, a expliqué le docteur Harris au jury. Nous voyons un modèle de comportement antisocial croissant qui a été renforcé et permis par le favoritisme parental pendant des années. L'accusé a appris qu'elle pouvait blesser sa sœur sans conséquence, et ce modèle de comportement est naturellement passé à une violence plus grave. Le docteur Harris a également témoigné sur l'aspect de préméditation de l'attaque. Le comportement de l'accusé dans les semaines précédant l'agression, la recherche des habitudes de la victime, la reconnaissance des lieux et les déclarations menaçantes à plusieurs personnes démontrent une planification et une intention claire. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif de rivalité fraternelle. Il s'agissait d'une tentative de meurtre motivée par la jalousie et permise par des années de dysfonctionnement familial. Le propre comportement de Haley pendant le procès a également joué contre elle. Malgré le coaching de son avocat, elle n'a pas pu maintenir son jeu innocent sous la pression. On l'a fréquemment vu lever les yeux au ciel lorsque des témoins ont témoigné sur mes blessures, ricaner lorsque des preuves de sa préméditation ont été présentées et montrer une colère visible lorsque des témoignages l'ont dépeinte négativement. Le jury a tout remarqué. Un moment particulièrement dommageable est survenu lorsque des photos de la scène du crime de mes blessures ont été affichées. Alors que tout le monde dans la salle d'audience avait l'air horrifié, Haley a été filmée en train de s'ennuyer et de vérifier son téléphone. L'image de son indifférence insensible en regardant des photos des dommages qu'elle avait causés a fait la une de tous les journaux locaux le lendemain. Mais le moment qui a vraiment scellé son sort est survenu lors du contre-interrogatoire lorsque la procureure Walsh lui a posé des questions sur ses sentiments envers moi. « Haley, aimez-vous votre sœur » a demandé la procureure Walsh. L'avocat de Haley s'est objecté, mais le juge a autorisé la question. Haley a hésité longuement, luttant clairement avec la façon de répondre. Finalement, elle a dit « Je ne pense pas beaucoup à Monica dans un sens ou dans l'autre. » « Vous ne pensez pas à la sœur que vous avez presque tuée ? » « Je n'ai pas essayé de la tuer, » a rétorqué Haley. « Si je voulais qu'elle soit morte, elle serait morte. » La salle d'audience est devenue silencieuse. Même l'avocat de Haley avait l'air horrifié. « Alors, vous dites que vous auriez pu la tuer si vous l'aviez voulu » a insisté la procureure Walsh. Haley a réalisé son erreur trop tard. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Qu'est-ce que vous vouliez dire, Haley ? » Je voulais dire que ce n'était qu'une poussée. Je n'avais pas prévu qu'elle soit si gravement blessée. Mais vous aviez prévu de la pousser dans les escaliers ? Haley a regardé frénétiquement son avocat, mais le mal était fait. J'étais en colère. Elle attirait toute l'attention avec sa stupide bourse et ses projets universitaires. Grand-maman s'occupait toujours d'elle, parlant de sa fierté. Ce n'était pas juste. Alors, vous avez décidé de la blesser ? J'ai décidé de lui donner une leçon, a dit Haley, sa voix s'élevant avec colère. Elle devait apprendre qu'elle n'est pas spéciale. Elle n'est pas meilleure que moi juste parce qu'elle a obtenu une bourse. C'est moi qui devrais attirer l'attention, pas elle. Et vous avez pensé que la pousser dans des escaliers en béton lui apprendrait cette leçon ? J'ai pensé que cela l'humilierait, a répondu Haley, complètement inconsciente de la façon dont ses mots sonnaient. J'ai pensé que peut-être si elle se blessait, les gens arrêteraient de la traiter comme si elle était si importante et se souviendraient que j'existe aussi. La délibération du jury a duré moins de 2 heures. Pendant ma convalescence, des détails plus troublants sur le comportement de Haley ont été révélés. Pendant que j'étais à l'unité de soins intensifs, la détective morale a interviewé plusieurs de nos connaissances mutuelles et camarades de classe de Haley. Ce qu'elle a découvert a brossé un tableau encore plus sombre de la véritable nature de ma sœur. Jessica Martinez, l'ancienne meilleure amie de Haley, s'est manifestée avec des enregistrements de conversations où Haley avait explicitement parlé de vouloir se débarrasser de moi. Dans un message audio particulièrement effrayant, Haley a dit « Monica pense qu'elle est si parfaite avec sa bourse et ses projets universitaires. Quelqu'un doit la faire redescendre de quelques crans, littéralement. » Un autre camarade de classe, Michael Reyes, a révélé que Haley avait fait des recherches sur mon emploi du temps et mes habitudes pendant des semaines avant l'incident à l'hôpital.
Elle lui avait même posé des questions sur la disposition du County General Hospital, affirmant qu'elle était juste curieuse de savoir où notre grand-mère séjournait. Le plus choquant a été le témoignage de l'ex-petit ami de Haley, Tyler Brooks. Il a dit à la police que Haley lui avait montré la cage d'escalier de l'hôpital lors d'une de leurs visites à Grand-Maman Ruth, soulignant le manque de caméras de sécurité, qui, à son insu, avaient été récemment installées. Elle avait fait des commentaires sur la façon dont des accidents pouvaient arriver si facilement dans un endroit comme celui-ci et sur le fait que certaines personnes ne font tout simplement pas attention où elles vont. Les preuves ont brossé un tableau de préméditation qui allait bien au-delà d'une perte de contrôle momentanée. Pendant ce temps, le comportement de mes parents pendant ma convalescence a été tout aussi révélateur. Ils m'ont rendu visite exactement 3 fois pendant mon séjour de 2 semaines à l'hôpital, chaque visite durant moins de 20 minutes. Les conversations étaient contraintes et malaisées, et ils étaient clairement plus préoccupés par les conséquences juridiques potentielles que par mon bien-être. Lors de leur 2e visite, maman a en fait eu l'audace de suggérer que je pourrais vouloir reconsidérer le fait de porter plainte contre Haley. Pensez à la famille, a-t-elle dit, perchée inconfortablement sur la chaise de visiteur. Ce genre de publicité pourrait tous nous ruiner. Haley n'est qu'une enfant qui a fait une erreur. Une erreur ? Ai-je répété, ma voix rauque à cause de la sonde d'intubation dont j'avais eu besoin pendant l'opération. Elle a essayé de me tuer. Papa s'est agité inconfortablement. C'est un peu dramatique, Monica. Le médecin a dit que tu vas bien. J'ai un poumon perforé, 3 côtes cassées et une commotion cérébrale qui pourrait avoir des effets durables, ai-je répondu. Si j'avais heurté ma tête sous un angle différent, je serais morte. Mais ce n'est pas le cas, a dit maman rapidement. Tu vas te rétablir complètement. Il n'est pas nécessaire de détruire l'avenir de Haley pour quelque chose qui s'est bien terminé. La cruauté de leurs mots m'a frappé comme un coup physique. Même allongé sur un lit d'hôpital avec des machines surveillant mes signes vitaux, ils s'attendaient à ce que je protège Haley des conséquences de ses actes. Grand-maman Ruth, qui tricotait tranquillement dans le coin, a finalement pris la parole. Beverly, Eugène, je vous ai regardé encourager cette fille pendant 17 ans, mais cela dépasse toutes les limites. Monica aurait pu mourir à cause de la jalousie de Haley, et vous êtes plus préoccupé par la protection de votre précieux bébé que par le soutien de la fille qui est victime. Mère, vous ne comprenez pas les complexités, a commencé papa. Je comprends parfaitement, a interrompu grand-maman Ruth, sa voix tranchante de colère. Je comprends que vous avez créé un monstre, et maintenant vous êtes plus préoccupé par le contrôle des dommages que par la justice. Eh bien, je ne vais plus tolérer ça. C'est ce jour-là que grand-maman Ruth a demandé au tribunal à devenir ma tutrice. La procédure judiciaire a révélé des informations encore plus troublantes sur la dynamique de ma famille. Pendant l'évaluation de la garde, le docteur Iris Gutiérrez, une psychologue nommée par le tribunal, nous a tous interviewés séparément. Son rapport était cinglant dans son évaluation du traitement que mes parents me réservaient. Monica présente des symptômes classiques du syndrome de l'enfant bouc émissaire, a écrit le docteur Gutiérrez dans son évaluation. Elle a été systématiquement dévalorisée, blâmée et émotionnellement négligée tout au long de son enfance, tandis que sa sœur a été élevée à un statut presque intouchable au sein du système familial. Cette dynamique a créé une situation explosive où Haley se sentait autorisée à blesser Monica sans conséquence, tandis que Monica sentait qu'elle n'avait ni voix ni valeur au sein de sa propre famille. Le rapport a également noté que mes parents montraient un déni important de leur rôle dans l'encouragement du comportement abusif et faisaient preuve d'un manque alarmant d'empathie pour leur fille victime. Le docteur Gutiérrez a recommandé des visites supervisées uniquement et une thérapie familiale obligatoire pour mes parents s'ils voulaient avoir une chance de reconstruire une relation avec moi. Mais la révélation la plus dommageable est venue de Haley elle-même. Pendant que j'étais encore en convalescence, Haley séjournait chez notre tante Carole, la sœur de papa, qui vivait de l'autre côté de la ville. Tante Carole avait toujours été le mouton noir de la famille. Elle avait dénoncé le favoritisme de mes parents pendant des années et avait été progressivement exclue des rassemblements familiaux en conséquence. 3 semaines après l'attaque, tante Carole a appelé la détective morale avec des informations troublantes. Haley, se sentant apparemment confiante qu'elle ne ferait pas face à de graves conséquences, s'était vantée auprès de notre jeune cousine de ce qu'elle avait fait. Elle a dit à ma fille Mélissa que Monica avait enfin eu ce qu'elle méritait, a rapporté tante Carole, sa voix tremblant de colère. Elle a dit qu'elle planifiait ça depuis des semaines, attendant la bonne occasion. Elle a même ri de la façon dont nos parents se sont immédiatement précipités pour la réconforter au lieu de Monica.
Mais le commentaire le plus glaçant de Haley était encore à venir, si Monica n'avait pas survécu, ça aurait été encore mieux. Alors je serais la seule fille, comme j'aurais dû l'être depuis le début. Tante Carole avait enregistré cette conversation sur son téléphone, fournissant au procureur encore plus de preuves de l'état d'esprit insensible et de la préméditation de Haley. L'enregistrement a été diffusé lors de l'audience de libération sous caution de Haley, et le juge a immédiatement révoqué sa caution, ordonnant qu'elle reste en détention juvénile jusqu'au procès. Cet accusé montre un manque total de remords et une menace continue pour la victime, a déclaré la juge Evelyn Grant. Ses propres mots indiquent qu'elle considère cela non pas comme une erreur ou un moment de mauvais jugement, mais comme une attaque réussie contre sa sœur qu'elle regrette seulement de n'avoir pas causé plus de mal. À l'approche du procès, le désespoir de mes parents a grandi. Ils ont engagé non seulement Thomas Whitman comme avocat pénal de Haley, mais aussi une équipe de témoins de moralité, de psychiatres experts et de consultants en images. Ils ont dépensé leurs économies de toute une vie et ont hypothéqué la maison pour financer la défense de Haley, croyant apparemment que suffisamment d'argent pouvait faire disparaître le problème. Ils ont également intensifié la pression sur moi pour que je reconsidère le fait de témoigner contre Haley. Papa s'est même présenté chez grand-maman Ruth un soir, ivre et belliqueux, exigeant de me parler. « Tu détruis cette famille », a-t-il crié depuis le porche alors que grand-maman Ruth se tenait entre nous. « Haley a fait une erreur, et tu vas l'envoyer en prison. » Quel genre de sœur fait ça? Le genre dont la sœur a essayé de la tuer? Ai-je répondu calmement derrière la porte moustiquaire. Le genre qui en a marre d'être traité comme des ordures pendant que Haley s'en tire avec tout. C'est ta petite sœur. Tu es censé la protéger. L'ironie de ces mots était stupéfiante. Quand Haley m'a-t-elle déjà protégé? Quand m'avez-vous déjà protégé d'elle? Papa n'a pas pu répondre à cette question parce que nous connaissions tous la vérité. Je n'avais jamais été protégé dans ma propre famille. J'avais été le sacrifice offert pour garder Haley heureuse et maintenir leur illusion confortable qu'elle était parfaite. Pendant cette période, j'ai également appris l'étendue de la manipulation de Haley. Au fil des ans, des amis et des membres de la famille ont commencé à se manifester avec des histoires qu'ils avaient auparavant gardées pour eux, soit par loyauté envers mes parents, soit parce qu'ils n'avaient pas compris toute l'ampleur de ce qui se passait. Mon ancienne professeure d'anglais, Madame Sanchez, a révélé que Haley avait une fois essayé de saboter mes chances d'être sélectionné pour le journal de l'école en lui disant que j'avais plagié un essai. Seule la décision de Madame Sanchez de vérifier l'accusation avait empêché Haley de réussir. Notre voisin, M. Johnson, a admis qu'il avait vu Haley dégonfler délibérément les pneus de mon vélo à plusieurs reprises, mais n'avait rien dit parce qu'il ne voulait pas s'impliquer dans les affaires familiales. Encore plus troublante a été la révélation de notre médecin de famille, le Dr Joyce Park. Lors d'un examen de routine quand j'avais 15 ans, elle avait remarqué ce qui semblait être des ecchymoses en forme de doigts sur le haut de mes bras. Quand elle avait posé des questions à ce sujet, Haley avait rapidement interrompu en disant que je les avais eues lors d'une chute maladroite alors que nous jouions. Le Dr Park avait noté l'incohérence entre les ecchymoses et l'explication de Haley, mais l'avait accepté lorsque mes parents avaient corroboré l'histoire de Haley. J'aurais dû insister davantage, a déclaré le Dr Park à la détective morale pendant l'enquête. Mais les parents semblaient si aimants et concernés par les deux filles. Je n'ai jamais soupçonné que l'une abusait de l'autre avec leur connaissance et leur protection. Le schéma était clair. Haley m'abusait physiquement et émotionnellement depuis des années, mes parents fermant les yeux ou couvrant activement pour elle. L'incident des escaliers de l'hôpital n'était pas un moment isolé de rage. C'était le point culminant d'années de violence croissante que ma famille avait encouragé. Le procès a duré 3 mois. L'équipe de défense de Haley a tout essayé. Ils ont affirmé qu'elle traversait une crise de santé mentale. Ils ont fait valoir qu'elle avait été dépassée par le stress familial et avait agi impulsivement. Ils ont même essayé de me dépeindre comme l'agresseur, affirmant que j'avais intimidé Haley pendant des années, et qu'elle avait craqué en légitime défense. Mais les preuves ont détruit tous les arguments. Donna Fleming a témoigné de ce qu'elle avait vu et enregistré. Curtis Valdez a présenté les images de sécurité image par image, montrant la nature délibérée de l'attaque. La détective morale a détaillé les antécédents de violence de Haley et le schéma d'abus que j'avais enduré. Grand-maman Ruth, malgré son âge et son opération récente, a insisté pour témoigner. Elle a pris la barre et a décrit méthodiquement des années à regarder mes parents favoriser Haley tout en faisant de moi un bouc émissaire. Elle a parlé des tactiques de manipulation de Haley et du comportement d'encouragement de la famille. Cette fille se dirige vers ce moment depuis des années,
a déclaré grand-maman Ruth, pointant directement Allais. Et ses parents à elle ont pavé la voie avec leur aveuglement volontaire et leur favoritisme. Le témoignage le plus dommageable est venu du docteur Franklin Lee, le médecin urgentiste qui m'a soigné. Il a expliqué que mes blessures étaient compatibles avec le fait d'avoir été délibérément poussé, et non avec une chute accidentelle. La force nécessaire pour causer de tels dommages indiquait une intention, pas de la maladresse. Mais le moment qui a scellé le sort de Allais est survenu lorsqu'elle a témoigné à sa propre défense. Allais avait toujours été capable de charmer les adultes avec son jeu innocent, et ses avocats pensaient que son témoignage susciterait de la sympathie. Ils avaient tort. Lors du contre-interrogatoire par la procureure Jennifer Walsh, le masque de Allais a complètement glissé. « Allais, a dit la procureure Walsh, après avoir poussé votre sœur dans les escaliers, pourquoi n'avez-vous pas immédiatement appelé à l'aide ?»« J'ai appelé à l'aide, » a répondu Allais, s'en tenant à son script. « Mais pas immédiatement. Les images de sécurité vous montrent debout pendant plusieurs secondes à regarder Monica. À quoi pensiez-vous pendant ces secondes ? » Les yeux de Allais ont brillé de colère. J'étais choqué. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait été si maladroite. Mais vous n'étiez pas choqué, n'est-ce pas ? Vous étiez satisfaite parce que vous veniez de faire exactement ce que vous aviez l'intention de faire. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi avez-vous dit, tu l'as mérité, espèce de pendant que votre sœur gisait en sang sur le sol ? Le visage de Allais s'est tordu de rage. Parce qu'elle le méritait. Elle a toujours été jalouse de moi, essayant toujours de voler l'attention avec ses stupides réalisations. Aller à Northwestern, obtenir que grand-maman s'occupe d'elle. Elle pense qu'elle est si spéciale, mais elle n'est rien. Elle n'a jamais été rien. La salle d'audience est devenue silencieuse. Allais a réalisé ce qu'elle venait de dire et a essayé de revenir en arrière, mais le mal était fait. Le jury avait vu la vraie Allais Peterson, pas la petite sœur douce et traumatisée, mais une abuseuse calculatrice qui avait essayé d'assassiner sa sœur par jalousie. Le verdict est revenu en moins de 2 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. Parce que Allais avait 17 ans, elle a été jugée comme une mineure, mais a reçu la peine maximale autorisée, détention jusqu'à l'âge de 21 ans, 4 ans, suivie de 3 ans de probation surveillée. Elle a également reçu l'ordre de subir une évaluation et un traitement psychologique. Mes parents ont fait l'objet d'une enquête des services de protection de l'enfance pour leur rôle dans l'encouragement des abus. Bien qu'aucune accusation criminelle n'ait été déposée contre eux, l'enquête a révélé un schéma de négligence et d'abus émotionnels qui a entraîné une thérapie familiale ordonnée par le tribunal et des exigences de visites supervisées. Papa a perdu sa candidature à la réélection par la plus grande marge de l'histoire du comté. Maman n'a jamais récupéré son poste au conseil scolaire. Ils ont perdu la majeure partie de leur cercle social et ont dû vendre la maison pour payer la défense juridique de Allais et le traitement continu. Mais la vraie justice est venue de manière plus petite et plus personnelle. Grand-maman Ruth, malgré son âge et ses problèmes de santé, a demandé au tribunal à devenir ma tutrice légale pour ma dernière année de lycée. Le juge, qui avait présidé le procès de Allais, a approuvé la demande immédiatement. Vivre avec grand-maman Ruth a tout changé. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans une maison où j'étais valorisé, où mes réalisations comptaient, où quelqu'un était fier de moi. Elle m'a aidé à surmonter des années de traumatisme et a soutenu mes préparatifs universitaires. L'université Northwestern, ayant appris ma situation grâce à la couverture médiatique, a augmenté ma bourse à une bourse complète et a fourni un soutien supplémentaire pour le logement et les frais de subsistance. Ils ont compris que l'attention du public m'avait transformé de victime en symbole de résilience, et l'université voulait faire partie de mon histoire de réussite. J'ai commencé l'université à l'automne suivant ma convalescence, environ 10 mois après l'attaque. Mes blessures physiques avaient guéri, bien que j'ai encore un engourdissement dans mon bras gauche à cause de la fracture et de l'irritation nerveuse subséquente. La guérison émotionnelle était en cours, mais être loin de mon environnement familial toxique a énormément aidé. Allais a purgé sa peine complète jusqu'à l'âge de 21 ans. Elle a été libérée il y a 6 mois, et elle vit actuellement dans un foyer de transition pendant sa probation. Elle est tenue de rester à au moins 150 mètres de moi en tout temps et il lui est interdit de me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Mes parents ont essayé de se réconcilier après la condamnation de Allais, réalisant soudainement qu'ils avaient perdu leurs 2 filles. Ils ont envoyé des lettres, des fleurs, des cadeaux, tous renvoyés non ouverts. Ils se sont présentés chez grand-maman Ruth en pleurant et en implorant le pardon, affirmant qu'ils avaient été trompés par Allais et qu'ils n'avaient pas réalisé à quel point les choses étaient graves.
Grand-maman Ruth les a renvoyés avec des mots que je n'oublierai jamais, vous n'avez pas seulement échoué envers Monica en tant que parent. Vous avez échoué en tant qu'être humain. Vous avez encouragé un monstre et avez failli faire tuer votre autre enfant. Vous ne méritez pas le pardon, et vous ne la méritez certainement pas. Je suis maintenant en 4e année à Northwestern, avec une majeure en journalisme d'enquête et une mineure en justice pénale. Je veux raconter des histoires sur des personnes qui n'ont pas de voix, qui sont négligées ou rejetées par des systèmes qui devraient les protéger. Mon expérience m'a appris que la justice n'est pas automatique. Parfois, il faut se battre pour l'obtenir. Et parfois, on a besoin d'alliés qui voient la vérité quand d'autres choisissent l'aveuglement. Donna Fleming et moi restons en contact. Elle est devenue comme une deuxième grand-mère pour moi, et je lui attribue sa rapidité d'esprit pour m'avoir sauvé la vie. Si elle n'avait pas enregistré la confession de Haley et contacté la sécurité, il y aurait eu ma parole contre celle de Haley, et nous savons tous comment cela se serait terminé avec mes parents. La détective morale prend également de mes nouvelles de temps en temps. Elle m'a dit que les cas de violence domestique comme le mien, les abus fraternels encouragés par le favoritisme parental sont plus courants que les gens ne le réalisent, mais ils sont souvent rejetés comme de la rivalité fraternelle. Mon cas a contribué à modifier les protocoles de son service pour enquêter sur la violence familiale. Les images de sécurité de mon attaque sont maintenant utilisées dans des séminaires de formation pour le personnel hospitalier, leur apprenant à reconnaître les signes de violence familiale et de violence domestique. L'action rapide de Donna est présentée comme un exemple de la façon dont les travailleurs de la santé peuvent être des défenseurs essentiels pour les patients vulnérables. Quant à Haley, je ne passe plus beaucoup de temps à penser à elle. La colère que j'ai portée pendant tant d'années s'est surtout estompée en indifférence. Elle est un conte de mise en garde sur ce qui se passe lorsque le comportement toxique est encouragé au lieu d'être corrigé. Elle a tout perdu, sa famille, son avenir, sa liberté parce qu'elle ne pouvait pas supporter de me voir réussir. Parfois, je me demande si les choses auraient pu être différentes, si mes parents étaient intervenus plus tôt, s'ils avaient aidé Haley au lieu de lui trouver des excuses, s'ils nous avaient traités toutes les deux avec un amour et un respect égaux. Mais j'ai appris à ne pas gaspiller d'énergie sur des hypothèses. Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir m'appartient pour le façonner. Je suis diplômé cette année et j'ai déjà été accepté au programme de journalisme de l'Université Columbia. J'ai un stage prévu avec le Chicago Tribune pour l'été, travaillant dans leur équipe d'enquête. Je suis dans une relation saine avec un camarade étudiant en journalisme nommé Marcus, qui me traite avec le respect et la gentillesse que je n'ai jamais su mériter. Plus important encore, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. Grand-maman Ruth, Donna, la détective morale, mes professeurs, mes amis Jean ont choisi de se soucier de moi, de me soutenir, de croire en moi. Cela signifie plus que n'importe quel lien biologique ne pourrait jamais le faire. La fille qui a été poussée dans ces escaliers d'hôpital il y a 3 ans était brisée à plus d'un titre que ses os. Mais parfois, être brisé est la première étape vers la construction de quelque chose de plus fort. Je ne suis pas la même personne qu'avant l'attaque, et j'en suis reconnaissante. Je suis plus forte, plus indépendante, plus consciente de ma propre valeur. Haley pensait qu'elle me détruisait quand elle m'a poussé dans ces escaliers. Au lieu de cela, elle m'a libéré. Et ça, plus que tout verdict légal, est la plus douce des revanches.